Alors j'ai choisi de travailler sur la domesticité des grandes fortunes pour, analyser une confrontation, socialement improbable qui est celle d'univers sociaux que tout oppose dans l'espace intime qui est le foyer. Et c'est quelque chose d'improbable car, on sait qu'en général les grandes fortunes vivent à distance en fait des autres classes sociales et le seul endroit où elles les côtoient, c'est leur foyer. Donc j'ai voulu voilà, comprendre comment de telles relations en fait, pouvaient, se nouer. Et donc pour ça en fait, je suis allée, voilà, m'entretenir auprès de grandes fortunes et de personnel, qui travaillent, voilà, depuis plusieurs années souvent dans ces milieux-là. Alors les riches que j'ai rencontrés sont en fait des multimillionnaires. Donc ils ont tous pour caractéristique principale, d'avoir un très fort capital économique. Et donc une fraction d'entre eux, sont, plutôt des multimillionnaires, qui appartiennent à l'aristocratie, française et donc qui sont des gens qui ont hérité de leur capital économique et qui donc ont aussi hérité de la tradition de se faire servir par des employés de maison. Et l'autre fraction de multimillionnaires que j'ai rencontrés, ce sont plutôt des nouveaux riches, en fait, qui sont les premiers de leur génération à avoir acquis le statut de millionnaire et qui donc sont beaucoup moins habitués à avoir des employés chez eux. En effet, quand on analyse de façon structurelle le rapport entre grandes fortunes et leurs employés de maison, il y a un rapport de domination, puisqu'en fait, on a affaire à des personnes qui sont donc aux antipodes de l'espace social, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, même sexuées, raciales, etc. Et donc, on a affaire voilà, à plutôt une très grande bourgeoisie blanche qui occupe voilà, des professions très rémunératrices dans l'espace social et qui ont à leur service des personnes plutôt issues des classes populaires, pour la plupart racisées, etc. Donc, on a un rapport structurel de domination. Mais néanmoins, quand on regarde dans les interactions en fait quotidiennes qui se nouent entre les grandes fortunes et leurs employés de maison, on peut avoir en fait des jeux de pouvoir, des jeux de résistance. Ce rapport de domination structurelle et cette asymétrie structurelle qu'on ne peut pas remettre en question n'implique pas que derrière on ait aussi voilà, des possibilités de résistance de la part du personnel ou voire de renversement en fait de cette asymétrie. Et donc c'est possible, mais dans une certaine mesure, puisque le droit du travail, aujourd'hui en France notamment, pour les employés de maison, est un droit de type dérogatoire. Alors il existe des conventions collectives qui protègent les employés de maison, mais ces conventions collectives ne sont pas totalement équivalentes au droit du travail qui est appliqué aux salariés. Donc déjà du point de vue juridique des textes, on n'a pas vraiment la même protection pour ces travailleurs. Et puis ensuite, en pratique, quand on regarde les usages du droit, eh bien, on a beaucoup de contournements aussi de la loi qui sont faits par les employeurs qui maîtrisent très bien les règles du droit, mais aussi parfois par les employés, parce que les employés, par exemple, demandent assez régulièrement à travailler au noir ou alors à ce qu'une partie de leurs heures soit exercée au noir. Alors le corps domestique compte dans ce marché du travail. Alors à la fois il doit être invisible, comme je décris dans le livre, c'est-à-dire qu'on doit être discret, ne pas prendre la parole si l'on n'est pas autorisé par nos employeurs, et en même temps prendre des responsabilités et avoir un corps qui soit en adéquation avec le travail. Alors, c'est-à-dire un corps physiquement solide, résistant, un corps qui n'est jugé comme pas vulgaire par les patronnes, et donc un corps qui corresponde à l'esthétique aussi des classes dominantes. Voilà. Et donc ça se joue dans le recrutement. Dans le recrutement, les employeuses, puisque ce sont elles qui sont chargées de recruter les domestiques plutôt que leurs époux, vont être très attentives à ce que le corps dit des qualités plus générales qui dépassent l'esthétique et l'apparence des employés de maison. Et donc le corps de domestique noir ne va pas avoir la même signification aux yeux des employeuses que le corps d'un domestique blanc. Et donc on assigne à ces employés tout un tas aussi de stéréotypes qui sont sexués, qui sont sociaux et qui sont aussi raciaux, pour pouvoir sélectionner au mieux la main-d'œuvre à laquelle on va faire confiance en fait. L'idée d'enquêter en effet sur un type de milieu social très particulier en fait qui correspond à une niche du marché plus global de la domesticité, c'était d'interpeller justement sur ce marché plus global de la domesticité ou des services à la personne comme on dit en France, qui sont massivement des services à temps partiel et qui sont en fait des services très mal rémunérés dans lesquels travaillent beaucoup de femmes issues des classes populaires et l'immigration qui gagnent très peu d'argent
d'argent et qui peuvent parfois aussi être dans des relations de travail qui ne sont pas si éloignées que celles que j'ai pu observer chez les grandes fortunes. Donc ce terrain, c'était aussi en quelque sorte un miroir grossissant de cette société très contemporaine du 21e siècle, où en fait tout à chacun a cette injonction peut-être à déléguer les services domestiques qui sont jugés comme trop encombrants dans notre vie quotidienne parce qu'ils nous empêchent de faire autre chose, en fait, d'aller travailler, d'avoir des loisirs, de se reposer, etc.